Ces eaux sont celles du lac de Van, en Anatolie du Sud-Est. Cette région est historiquement celle de l'Anatolie orientale. Cette région a essuyé pendant 26 ans la terrible violence d'une guerre civile et près de 2 millions de personnes y ont péri avec la Première Guerre mondiale. Les anciennes sociétés turques ont commencé à quitter les plaines d'Asie centrale à partir du XIe siècle et à avancer vers l'Occident. Elles ont vaincu les Iraniens et Byzantins sur leur chemin et conquis les terres s'étendant des déserts arabes jusqu'au Danube. On les appelle les Ottomans, ces peuples dont l'empire qu'ils ont fondé a pu vivre pendant plus de 600 ans. L'Empire ottoman a élargi son territoire jusqu'à l'Iran, l'Arabie saoudite, l'Afrique du Nord et l'Europe du Sud, dont l'administration était gérée par les sultans, à Istanbul, qui est une grande ville, mais également une forteresse stratégique, mais que les Européens appelaient le Proche-Orient. Quoique la majeure composante de la société soit musulmane, l'État ottoman avait totalement garanti la liberté religieuse des minorités chrétiennes et juives. Ces minorités étaient connues comme des nations souvent dirigées par leurs leaders spirituels. Les chrétiens et juifs ont vécu durant des siècles avec leurs voisins musulmans. Les églises et synagogues étaient également au service des citoyens dans les bourgs et villes de l'Empire, tout comme les mosquées. Au cours des années 1800, les pays d'Europe ont multiplié leur pression sur Istanbul et commencé à occuper les terres ottomanes. Suite aux pressions de ces superpuissances, les sultans firent une série de concessions politiques et économiques. Les États européens pouvaient même instrumenter des certificats protecteurs privant le peuple ottoman de jouir des lois ottomanes. Une vague de nationalisme prit l'Europe au XIXe siècle, affaiblissant ainsi l'Empire ottoman. Une série de guerres d'indépendance ont éclaté ensuite en Europe du Sud sous le mandat des superpuissances. D'abord la Grèce, puis la Serbie, la Roumanie, la Bulgarie et le Monténégro se sont séparés. À l'aube du XXe siècle, l'Empire ottoman avait perdu ses terres en Europe et en Afrique du Nord. Sous l'impact des envies impérialistes, l'Angleterre, la France et la Russie tracèrent la ligne de la séparation entre les administrateurs musulmans de l'Empire ottoman et les communautés chrétiennes. Les Arméniens, alliés utiles et chrétiens, étaient au centre des regards attentifs des Occidentaux. Dans les temps anciens, les Arméniens avaient fondé le royaume en Anatolie. Durant les 2 millénaires écoulés, ils se sont éparpillés en Anatolie et au Caucase. Les Arméniens ont beaucoup contribué à la culture et société de l'Empire ottoman comme une minorité remarquable. Il est insensé de voir les Arméniens comme une minorité oppressée dans l'Empire ottoman. En réalité, ils entretenaient de très bonnes relations. Il y en a d'entre eux qui ont même été ambassadeurs et ministres des Affaires étrangères. Certains d'entre eux géraient même des banques. Les Arméniens composaient la nation et la communauté chrétienne la plus fidèle. Ils étaient membres d'une race réputée. Ils étaient même détestés par les chrétiens orthodoxes car ils étaient très proches des Ottomans. Le plus grand ennemi de l'Empire était la Russie, car 3 guerres ont été faites contre elle durant les années 1800 et elle avait occupé ces terres, tuant également la population musulmane. L'accord de Berlin, conclu le 13 juillet 1878, a assuré la paix entre la Russie et les Ottomans. Cet accord avait, pour la première fois, fait référence aux craintes des Européens vis-à-vis des Arméniens chrétiens. C'est à partir de cette date que le sujet arménien est devenu une cause particulière de la Russie, la France et l'Angleterre. Avec la mise en place des écoles et hôpitaux dans l'ensemble de l'Empire par les centaines de missionnaires venus d'Europe et d'Amérique, leur conviction pour la liberté religieuse des Ottomans a commencé à fonctionner à leur encontre. Dès lors, ils s'étaient concentrés sur les Arméniens.
Les missionnaires avaient également apporté avec eux des idées magnifiques comme la science, l'hygiène et l'organisation sociale. Mais en même temps, ils ont contribué à l'effondrement de l'Empire. Ils avaient aidé les groupes religieux à perdre leur fidélité au gouvernement central ottoman. De nombreux Arméniens avaient quitté l'Empire pour aller dans des écoles en Europe et en Russie. Ces Arméniens étaient emportés par les flammes de la philosophie « La fin couronne l'œuvre » de la révolution socialiste. En 1887, des Arméniens dans les pays étrangers ont fondé le parti Henchak à Genève, en Suisse. 3 ans plus tard, le parti Dashnak fut fondé. Les deux partis croyaient que tous les Arméniens devaient lutter contre l'Empire ottoman afin qu'un État arménien puisse être fondé avec une révolution. Il existait en effet dans les années 1890 des organisations terroristes arméniennes telles que le Henchak et le Dashnak. Comme selon les critères des États-Unis qui qualifient Al-Qaïda d'organisation terroriste, ces organisations œuvraient également comme des organisations terroristes, lançaient des complots et faisaient des incursions dans divers endroits. Les leaders des partis Henchak et Dashnak avançaient qu'ils lanceraient une campagne de terreur contre les Turcs et Kurdes en Anatolie orientale. Voici ce qu'avait dit l'ambassadeur britannique à Istanbul. L'objectif des révolutionnaires arméniens est de créer une anarchie et de susciter la réaction de l'Empire ottoman afin d'assurer l'intervention des forces étrangères. Les révolutionnaires arméniens, emportés par le marxisme et le nationalisme, avaient déclaré la guerre contre l'Empire ottoman. Le docteur Cyrus Hamlin de Boston rapporte les suivants propos d'un rebelle arménien. « Nous allons massacrer les Turcs et Kurdes, mettre le feu dans les villages, et les musulmans attaqueront furieusement les Arméniens sans défense et les massacreront. Nous allons faire cela à tout prix. » Ils n'avaient pas d'autre choix. D'ailleurs, ils auraient dû attaquer les musulmans car les musulmans les attaquaient. Ainsi, un conflit était devenu inévitable. Désormais, aucun groupe n'était impartial. Il y avait ceux dans les camps des Ottomans et ceux dans ceux des Arméniens et Russes. À partir de 1894, des insurrections d'Arméniens avaient éclaté à l'est de l'Anatolie, y compris Trabzon, Sivas, Erzurum, Bitlis et Van. Les Arméniens étaient à l'origine des incidents, c'est-à-dire que c'était des événements sanglants. Les Arméniens tuaient les musulmans et à l'issue des provocations, le gouvernement et peut-être le peuple local allaient calmer les incidents et en réplique tuaient un groupe d'Arméniens. Mais bien sûr que le plus important pour les Européens, c'est que des Arméniens aient été tués, alors que les musulmans massacrés ne signifiaient strictement rien pour eux. Telle était leur approche. Les forces ottomanes ont répliqué en tuant de nombreux Arméniens. Alors que la presse occidentale a présenté les Turcs comme des assassins impitoyables, elle n'écrivait pratiquement rien sur les musulmans massacrés dont les mains et pieds étaient liés. Ils souhaitaient obtenir l'indépendance du peuple arménien en recourant à la force. Mais c'était erroné, car les Turcs avaient profondément été blessés en raison de ces activités terroristes après qu'ils aient vécu côte à côte durant des siècles. Ces rebelles marxistes avaient obligé certains Arméniens à défendre leur cause. Voici ce qu'écrivait le diplomate et général russe Mayatsky sur ceux qui ne visaient pas directement. Les paysans arméniens sans armes avaient été forcés à appuyer les rebelles armés au prix de leur vie. L'île Akhtamar, entourée par le lac de Van, était devenue un quartier pour les rebelles arméniens. Les attaques contre les villageois musulmans étaient planifiées ici et on les provoquait pour se venger.
Les révolutionnaires attaquaient les policiers et autres fonctionnaires publics. Les villages kurdes étaient leur cible favorite. Les conflits de terrain entre Arméniens et Kurdes remontent à un long passé. Cette hostilité s'est manifestée sous forme de violents massacres. Les rebelles arméniens les utilisaient pour attaquer les tribus kurdes, mais recouraient plus fréquemment à leurs hommes venant de Russie. Pourquoi ce groupe de 30 personnes allait maintenant attaquer une grande tribu kurde? La seule raison était de multiplier les représailles. Vous attaquez une tribu kurde, peuplée et armée. Vous tuez de nombreuses personnes pauvres et attaquez un village sans défense. Vous faites des choses capables de créer des problèmes et prenez ensuite la fuite. Les Kurdes n'étaient pas des personnes à garder le calme face à toutes ces provocations. Ils avaient alors commencé à tuer les Arméniens. De violents affrontements survenaient en Anatolie orientale entre les Kurdes et Arméniens. Lorsque les Kurdes furent acceptés dans l'Empire ottoman, c'est-à-dire dans l'armée ottomane, il y avait eu de grandes tensions entre les Arméniens et les Kurdes en Anatolie orientale, car les Kurdes pouvaient parfois être utilisés par le gouvernement central pour leurs propres buts et devenaient parfois incontrôlables. Le massacre des Arméniens innocents n'était pas important pour les rebelles, car leur unique but était la provocation. Le massacre de suffisamment d'Arméniens allait garantir le déploiement de soldats par la Russie, l'Angleterre ou la France. L'insurrection arménienne avait trouvé des précieux alliés à Istanbul, c'est-à-dire les patriarches arméniens et les grands leaders religieux de ce peuple. Ils ont appuyé la guerre pour la création d'un État arménien, car ils avaient de grands bénéfices. Et le patriarche a continué. Si vous essayez de créer une sorte de bataillon national, cela entraînera l'effrayante réaction des Turcs. C'est pourquoi vous ne devrez pas faire cela. Restez en attente, car personne ne viendra vous protéger, et tout particulièrement les Russes, car ils ne nous aiment pas. Vous savez quelle a été la réponse des nationalistes au patriarche? Ils l'ont tué. Lorsque les Arméniens portaient la guerre vers Istanbul, la philosophie qui disait « la fin couronne l'œuvre » continuait. Le 24 août 1896, un groupe de révolutionnaires arméniens ont occupé la Banque ottomane, symbole du capital de l'Empire. Cet incident a entraîné une révolte dans la ville. Les actes de violence ont donné la mort à pratiquement 400 musulmans et 1700 Arméniens. Suite aux pressions d'Europe, le sultan a pardonné les rebelles arméniens, leur assurant un chemin sécurisé pour quitter le pays. Le sultan Abdülhamid II, au trône depuis 20 ans, était très fâché contre les rebelles et leurs activités terroristes. Il craignait également l'intervention des superpuissances, ordonnant à ses armées de contrôler la révolution. L'armée ottomane, dont les troupes kurdes appelées Hamidia, ont lancé une attaque impitoyable contre les communautés arméniennes. Certes, ces troupes ciblaient les rebelles arméniens, mais la plupart n'étaient pas des rebelles. Des milliers d'Arméniens furent tués en Anatolie orientale entre les années 1895 et 1897. Ces massacres étaient en effet des avertissements contre les Arméniens afin qu'ils ne se réorganisent plus et, selon ceci, ils ne devraient plus réessayer le même chemin, ne plus s'opposer à l'État ottoman et renoncer aux demandes de réforme, car on redoutait que ces demandes se transforment plus tard en une demande d'autonomie et d'indépendance. En réalité, le plan du parti Enchak envisageait l'indépendance d'une partie des Arméniens. Malgré cela, les rebelles arméniens, comme par exemple le général Antranik, continuaient à faire la guerre. Ces troupes ont poursuivi leurs attaques entre 1901 et 1904, massacrant des milliers de musulmans innocents. Les rebelles arméniens, qui étaient appelés des guerriers d'indépendance par la presse occidentale,